Bienvenue dans cette nouvelle webconférence découverte avec Roméo Cournal, intitulée Rendre conscient l'inconscient, un guide pratique pour reprendre sa vie en main. Bonjour Roméo. Bonjour Estelle et bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de t'accueillir à nouveau et de vous recevoir ce soir en direct. Roméo est avec nous en direct de Martinique. Alors, la connexion, on va faire en sorte qu'elle soit le plus stable possible, mais c'est pas son environnement habituel. Voilà, Roméo Cournal est formateur en neurosciences appliquées, coach intuitif. Et Roméo va nous montrer comment ne plus être quelque part la victime, la marionnette de notre inconscient, qui prend quand même une très grande part dans notre personnalité, la majorité d'ailleurs. Donc, c'est une possibilité qui nous est offerte ce soir de maîtriser son destin et de reprendre sa vie en main. Absolument, absolument. Et effectivement, rendre conscient l'inconscient. Déjà, on va voir pourquoi est-ce que c'est indispensable de rendre conscient l'inconscient. Je reprends cette fameuse citation de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, le père de la psychologie dite jungienne, du coup. C'est extrêmement important. Il dit, tant que vous ne rendrez pas conscient l'inconscient, il est troublé. Et on a besoin, effectivement, on se retrouve face à des choses qu'on ne comprend pas forcément. Et on a un peu l'impression d'être le jouet du hasard, de la malchance, du mauvais œil. Aux Antilles, on parle du pichon, etc., etc. Et il est extrêmement important, finalement, de reprendre la main sur son inconscient, sur son cerveau. Déjà parce que si on n'a pas la main sur notre cerveau, quelqu'un d'autre aura la main dessus. Et du coup, ce ne sera pas forcément à notre avantage. Il y en a même qui disent que ce sera forcément pas à notre avantage. Mais je voudrais introduire également une autre notion que je dois donc, une autre phrase que l'on connaît aussi d'un certain Albert Einstein. Alors, il a un point commun avec moi, c'est qu'il s'appelle Albert. Mon premier prénom, c'est des personnes, particulièrement des managers et des dirigeants qui sont en épuisement professionnel, en fait. Donc, on veut, et des personnes qui sont en burn-out, dépression, etc. Et du coup, on se dit, ben voilà, j'ai envie de vivre des expériences dans ma vie, je n'y arrive pas. J'ai envie d'arrêter certaines expériences, je n'y arrive pas non plus. J'ai toujours des relations toxiques, j'ai toujours le même type de partenaire, j'ai toujours le même type d'amoureux, d'amoureuses, etc., etc. J'ai toujours le même type de collègues. En fait, voilà, c'est pas la peine qu'on s'appesantit sur les problèmes. On est tous des êtres humains. En fait, on a tous les mêmes problèmes, hein, en vrai. Et du coup, on peut se retrouver dans des situations où on se dit, mais comment est-ce que je fais pour sortir de ça? On a essayé avec les médicaments, on n'y arrive pas. On a essayé avec la psychologie, on n'y arrive pas. On a de nous. Il y a des schémas neuronaux, il y a une structure subconsciente qui rend ça impossible. Alors, bien évidemment, il y a comment on appelle ça? Bien évidemment, il y a de multiples facteurs qui expliquent qu'effectivement, on puisse avoir des difficultés à vivre certaines choses. Mais il est important, en fait, de se dire et de se redire qu'à la base, s'il y a une émotion, s'il y a une expérience que je ne vis pas, c'est que mon cerveau ne veut pas la vivre. D'accord? Alors, pour les personnes, effectivement, qui me découvrent aujourd'hui, il y a effectivement des outils qui nous permettent effectivement de lire nos inscriptions traumatiques subconscientes, parce que très souvent, on a effectivement des schémas, comprendre pourquoi il est fondamental, en fait, de rendre conscient l'inconscient. On peut se dire, bon, allez, je laisse vivre et puis ça va bien aller un jour ou l'autre, mais en fait, non, ça ne va pas bien un jour ou l'autre. On ne va pas, comme je dis, on ne va pas s'éveiller par accident, on ne va pas guérir par accident ou par le fruit du hasard. D'accord? Encore une fois, je ne suis pas non plus dans le total contrôle. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut avoir la totale maîtrise et qu'on peut vivre exactement ce que l'on veut et partir dans l'un des excès d'ailleurs du développement personnel qui est de dire je vais tout maîtriser dans ma vie et il n'y aura aucune place pour le hasard, entre guillemets. Le fameux hasard sauvage. On n'est pas en train de dire ça. On n'est pas en train de dire qu'on va tout contrôler. On est en train de dire qu'on va se maîtriser. Donc, on a vu pourquoi est-ce qu'il est important, voire indispensable, au moins d'avoir une lecture
encore une fois, sur son inconscient. Pourquoi encore c'est indispensable? La dernière chose que fait un cerveau lorsqu'il est question de traiter une information perçue, c'est raisonner. Et la chose que fait le moins un cerveau lorsqu'il est question de gérer, d'interpréter et de gérer une information reçue, c'est raisonner. Donc, en fait, ce qui fait que très souvent on ne comprend pas ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à mettre un raisonnement finalement sur ce qu'on perçoit. Sauf que, je l'ai dit tout à l'heure, Albert Einstein nous dit qu'on ne peut pas résoudre un problème dans le même état d'esprit que celui qui l'a créé. Et c'est pour ça que la première des choses qu'on a à faire lorsqu'on a un problème récurrent, j'entends, hein, je ne dis pas, tiens, juste, j'ai plus de café dans la cafetière. Hein. Je suis en train de dire qu'effectivement, on a un problème récurrent, on a repéré un problème relationnel, un problème financier, l'information. Donc, il perçoit 4 milliards d'informations à la seconde. En fait, il y a un chemin de circulation de l'information. L'information passe par un filtre qu'on appelle le système réticulé. On va laisser ça de côté. Il passe d'abord par le cerveau reptilien, qui est le cerveau instinctif, puis par le deuxième étage, qui est le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel, et seulement après, au niveau du néocortex, où il y a effectivement le langage, l'analyse, etc., le raisonnement, justement. Ce qui veut dire qu'en réalité, lorsque l'information arrive en fait au cerveau, vous savez l'expression qui dit monter au cerveau. En fait, monter au cerveau, c'est monter au néocortex. Hein. L'information qui arrive au néocortex, c'est une information qui est agréable ou pas. Ce qui signifie que, alors je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas mes définitions fétiches, une croyance, c'est la charge émotionnelle qui est associée à une information perçue. Une croyance est la charge émotionnelle qui est associée à l'information perçue. Une croyance n'est pas une information. Une croyance n'est pas une affirmation. Il y a des personnes qui me disent, voilà, j'ai la croyance que je suis bon à ça, je ne suis pas bon à ça. Ça, c'est une affirmation, ça, c'est une pensée. Et elle peut être récurrente, ça n'en fait pas une croyance. Ce qui en fait une croyance, c'est l'émotion, c'est-à-dire l'activité, finalement, du cerveau limbique, du cerveau émotionnel, au contact de cette information-là. Et du coup, l'information qui va arriver, qui va monter au cerveau, comme on dit, qui va arriver en fait au raisonnable, j'ai envie de dire, par le néocortex, ce ne sont pas des informations vierges. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, lorsqu'on travaille à un problème, il est toujours bon d'avoir, alors on dit généralement un nombre impair de personnes qui réfléchissent. Donc, si ce n'est pas une personne, c'est 3 hein, minimum, parce que 2, c'est un chiffre pair. Pour avoir en fait des points de vue différents et les mettre ensemble. Parce que si je reste tout seul dans mes réflexions, ben non, ça ne va pas le faire. Les personnes qui se disent, bon, je vais réfléchir à ce problème-là, je vais voir quelle solution je peux trouver, etc. Vous n'aurez pas la solution. Parce que vous n'aurez pas changé d'état d'esprit. Changer d'état d'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, changer d'état d'esprit, ça veut dire justement modifier le traitement de l'information par le cerveau émotionnel. C'est ça, modifier son état d'esprit. C'est-à-dire l'ensemble des croyances finalement que l'on a qui ont créé en fait ce problème-là. D'accord? Alors, je veux que les choses soient bien claires. J'y vais doucement, justement et j'essaye. Alors, n'hésitez pas à me dire si je vais dans des trucs un peu trop techniques, un peu trop scientifiques. J'essaie vraiment de faire de la vulgarisation. Donc, ne faites pas attention aux grands mots, les cerveaux limbiques, les machins, les trucs comme ça. Faites pas attention à ça. Il y a un premier étage du cerveau, un deuxième étage du cerveau, un troisième étage du cerveau. On va garder des termes simples pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, que l'information va dans un certain sens et est traitée dans un certain sens par le cerveau. D'accord? Et du coup, on va se dire, voilà, je vais faire des méthodes parce que j'ai lu un bouquin qui dit, voilà, voici une méthode infaillible pour gagner de l'argent. Voici une méthode infaillible pour rester en couple. Voici une méthode infaillible pour trouver l'âme sœur, etc., etc. Et ça, c'est ce que vend le développement personnel. D'accord? Et ce que vend le développement personnel, c'est comment est-ce que je fais pour changer finalement la manifestation de ce que je vis finalement. OK? Alors qu'en réalité, ça peut fonctionner, mais ça fonctionne toujours de façon temporaire. Parce que si je modifie le décor, je n'ai pas pour autant modifié le nouvel espoir. Beaucoup d'entre vous ont peut-être aussi déjà vu Harry Potter.
le premier opus. Si vous regardez ces deux films-là, vous avez l'impression de voir deux films différents. Mais pour un scénariste, c'est exactement le même film. C'est-à-dire que si, et pour un écrivain par exemple, si vous faites, ce sont des exemples qui sont très souvent pris dans des ateliers d'écriture. Lorsque vous avez effectivement le synopsis de Star Wars et que vous avez à côté le synopsis de Harry Potter, il y a une vingtaine de mots d'écart. Il n'y a qu'une vingtaine de mots de différence. Et les mots, c'est le nom des personnes et les lieux, essentiellement. Ce n'est que ça. J'entends souvent, j'ai travaillé. Et pourtant, je vois toujours la même chose. J'avais l'impression que j'avais travaillé ça, mais il m'arrive les mêmes choses. J'ai déposé un chèque à la banque, le chèque a été perdu. J'ai rencontré quelqu'un j'ai arrêté les sites de rencontres, j'ai rencontré quelqu'un dans le milieu finalement, dans un milieu spirituel. Pourtant, je vis exactement la même chose qu'avec le gars, le Chabelotse que j'ai rencontré sur une appli de rencontre 2 ans avant. Il se passe exactement la même chose. Et le principe, c'est de se dire que justement, comment est-ce que je fais pour lire mon inconscient? Comment est-ce que je fais pour lire mon système de croyance, puisque c'est mon système de croyance qui se manifeste à travers mes expériences? De façon très simple. Je vais prendre un exemple que j'ai pris avec quelqu'un récemment. C'est assez bluffant. Une anecdote, un truc bête, tout simple. Par exemple, j'ai une accompagnée qui me dit, voilà, je suis au volant de ma voiture. Je suis tout seul au volant de ma voiture. Et il y a un gars qui me fait une queue de poisson. Et je me dis, mais attends, le gars, il se croit chez lui. Il se croit dans son lit. Il se croit chez sa maman. Et je me mets en colère. C'est tout bête, hein, le truc. Mais si vous saviez tout ce qu'on peut lire sur la personnalité de cette femme, c'est juste impressionnant. Le principe, c'est que dans un cerveau, les cellules qui s'activent ensemble se relient entre elles. Et du coup, au niveau des informations, ça veut dire qu'un homme dans ta chambre, ça te met en colère, puisqu'en fait, il faut relier les informations entre elles et relier toutes les informations à la même émotion. Et du coup, je lui dis, d'après ce que tu me racontes là, tu es une célibataire chronique. Il n'y a personne qui dort dans ton lit. Tu ne supportes pas, en fait, qu'un homme soit aux commandes. Et quand c'est toi-même qui commande, en vrai, quand c'est toi-même qui conduis, l'homme t'empêche de conduire. Je dis, mais d'où tu tiens ces informations-là? Elle me répond. Elle dit, mais c'est toi qui viens de me le dire. C'est toi qui viens de me le dire. C'est simplement que je lis les informations d'une autre façon que toi. Et donc, forcément, quelles sont les répercussions par rapport à ça? Et donc, tu n'aimes pas ça. Et c'est la raison pour laquelle tu as certainement arrêté. Et effectivement, elle me dit, oui, c'est vrai, je me suis inscrit à des cours de salsa, j'y suis jamais allé. Et donc, du coup, un homme dans ta chambre, c'était la dernière fois qu'il y avait un homme dans ta chambre, c'était quand? Ah, ne m'en parle pas. Ok, très bien. Ok. Mais quand toi, la dernière fois que tu as eu un projet, même un projet perso ou un projet professionnel, qui est-ce qui t'a empêché de le réaliser? Ben, il y avait toujours un homme. Et ça, en fait, ce que je veux que les personnes comprennent, ce n'est pas parce que l'événement est arrivé que la croyance s'est inscrite dans la tête de cette femme. C'est parce qu'elle avait déjà cette croyance-là que ces expériences-là sont arrivées. Il faut bien comprendre que c'est précisément ce même système de croyance qui fait qu'elle se retrouve sur la route au volant et il y a un mec qui lui fait une queue de poisson. Ça a la même origine. C'est le système de croyance qui crée l'expérience de vie. On est OK? C'est très important. Hein? Donc, peut-être qu'on va prendre des questions par rapport à ça, parce que je pense que ça bouscule, hein, ce genre de choses. Le système de croyance a bien une origine événementielle? Oui, le système de croyance a une origine événementielle. Il y a même plusieurs origines. La première des origines, c'est l'éducation. L'éducation, neurologiquement, c'est un trauma. C'est un trauma de type 2. L'attention est beaucoup plus importante biologiquement pour un enfant que boire et manger. Okay? Sauf que cette attention, elle n'est pas gratuite.
pour recevoir l'attention de nos parents et des groupes sociaux et du groupe social dans lequel nous évoluons, nous devons montrer un certain comportement, nous devons cacher d'autres comportements. Donc, nous devons montrer, donc, sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts, et nous devons cacher finalement, nous devons cacher que nous sommes trop ou trop peu, nous devons cacher notre vulnérabilité, nous devons cacher nos limites, nous devons cacher notre impuissance et nous devons cacher en fait notre inutilité. Et du coup, le socle même de notre système de croyance, ce sont donc les émotions que l'on met par rapport à ces informations. On est en colère contre sa vulnérabilité, on est en colère contre les personnes qui nous voient vulnérables, on est en colère contre les personnes qui, d'après nous, nous rendent vulnérables. D'accord? Si on a un dépêche-toi qui est fort, on est triste, donc on a de la tristesse sur le fait d'être limité. Okay? Si on a un fait plaisir qui est fort, on culpabilise d'être impuissant. J'ai l'impression que toute l'histoire de l'humanité, en tout cas dans les sociétés modernes, tourne autour de ça. La culpabilité d'être impuissant. Impuissant à quoi? Impuissant à satisfaire l'autre. Enfin, d'accord? Ce qu'on appelle les messages contraignants. Absolument. Ce sont les messages contraignants que les psychologues appellent des drivers. D'accord? Bien, mais en fait, non, tu es limité. Tu es limité dans le temps, tu es limité dans plein de choses. Et la liberté, c'est vrai, la capacité. La liberté, c'est la capacité de choisir ses contraintes. La liberté, ce n'est pas la capacité de s'affranchir des contraintes, mais de les choisir. Parce qu'il y a toujours des contraintes. L'expérience humaine est une expérience de contraintes. Quelqu'un qui est à l'aise dans son incarnation, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec les contraintes. C'est pas quelqu'un qui est « je suis illimité ». Non, ça c'est la fonge finalement du développement personnel. D'accord? À partir du moment où on est incarné, techniquement, déjà sur un plan physique, on est dans un corps. Donc, clairement. C'est un minimum. Ah, mais très clairement. On est né à un moment, on va mourir à un autre moment. Ouais. Sois heureux, il faut être heureux, c'est pareil. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas être qui on est. En fait. L'accompagnement neuro-émotionnel nous enseigne qu'on ne peut pas ne pas être qui. Je peux vivre une vie qui est à l'extrême opposé de mon système de valeurs, mais en aucun cas, je n'arrête d'être qui je suis. Je peux oublier qui je suis. Ça ne m'empêche pas d'être toujours qui je suis. Je ne peux pas ne pas être dans l'être. C'est juste impossible. Je peux me souvenir que j'y suis, mais je ne peux pas ne pas l'être. C'est pas parce que je l'ai oublié que je n'y suis pas. Précisément, je parlais d'extinction, on vit vraiment une fin de civilisation. Parce qu'on ne pourra pas résoudre les problèmes que la civilisation a créés avec les mêmes paradigmes qui ont créé cette civilisation. C'est la raison pour laquelle la civilisation s'effondre. Toutes les civilisations s'effondrent. Les Atlantes, les Sumériens, l'Empire gréco-romain, enfin, toutes les civilisations s'effondrent à un moment ou à un autre. Précisément parce qu'elles créent, alors, certainement plus de technologie que de sagesse, plus de connaissances que de sagesse. Et le souci, en fait, il est là. C'est-à-dire qu'on sort finalement de l'harmonie, du flow, en fait, avec la nature. La nature, elle a sa façon de fonctionner. Si je vis des événements récurrents, ce n'est pas tant que mon système veut absolument vivre ces événements-là, c'est surtout que mon système ne veut pas vivre d'autres événements. Donc, quand on dit c'est inconscient, certes, mais est-ce qu'on dit que c'est involontaire? Ça dépend de quel point de vue on regarde. Parce qu'effectivement, 95% de nous est non conscient. On a de l'inconscient et du subconscient. Mais j'ai tendance à penser que 95%, c'est plus nous que 5%. Donc, d'ailleurs, je crois que c'est déjà la première des choses. C'est le premier écueil et c'est la première des choses à admettre. Si je vis une expérience récurrente, si je ne vis pas certaines expériences que je m'efforce à vivre, c'est qu'en réalité, je ne veux pas le vivre. Le problème, c'est que je ne sais pas qui est je. Si l'ensemble de je, ne veut pas, il y a une bonne raison. C'est pas pour m'embêter, c'est pas par méchanceté. La méchanceté n'existe pas dans un système nerveux. La méchanceté est une construction cognitive. Mais là, on n'est pas dans le cognitif, on est dans le limbique, on est dans le système nerveux, on est dans la neurologie. Et la méchanceté n'existe pas dans la neurologie. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Un système nerveux est amoral. Donc, c'est pas pour m'embêter, c'est au contraire pour me protéger.
si mon cerveau répète comme ça des événements, c'est précisément parce qu'il estime, il a appris que si je fais autrement, je vais mourir. Tout simplement. Donc déjà, outré lorsque j'entends, même dans les milieux neuroscientifiques, ouais, mon cerveau, il n'a rien compris, ouais, mais mon cerveau, il déconne. Je suis outré quand j'entends ça. Je me dis, comment est-ce que dans des milieux neuroscientifiques, des personnes peuvent me dire, mon cerveau déconne. Mon cerveau a 4 milliards d'informations d'avance sur moi. Comment est-ce que je peux me dire que mon cerveau déconne? Il y a 4 milliards d'informations que je n'ai pas. Je ne sais pas. Bref. Mais si je rentre dans cette conscience et je vais dans une démarche, dans une direction où je me dis, OK, ce problème-là, mon état d'esprit l'a créé. Pour le résoudre, je change d'état d'esprit. Et si je vis cet inconfort-là, c'est parce que déjà mon système me préserve de quelque chose dont il a appris. J'ai mis au point effectivement la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes. Mais même lorsqu'on n'est pas un professionnel de l'accompagnement, on peut effectivement avoir des éléments de lecture qui sont absolument indispensables. Et ça, on va le voir justement dans l'atelier au mois de novembre. On peut avoir effectivement ces éléments de lecture. J'ai donné un premier élément de lecture tout à l'heure dans les 2 colonnes. Et en fait, lorsque je vais dans cette démarche-là, là, je suis dans une démarche de justesse, pas de justice, parce que, pareil, la justice, l'injustice sont des notions relatives, mais je suis dans la justesse finalement, et je considère que la nature est bien faite. Et donc, je n'ai pas à la réparer, j'ai juste à la lire, à la comprendre et à entrer en harmonie avec les lois naturelles. Bonsoir. Que se passe-t-il entre le conscient et l'inconscient quand on somatise? C'est une bonne question, ça. Les somatisations. Les somatisations sont justement des tentatives de réparation du conflit neuro-émotionnel. Exemple, très simple. Je somatise, par exemple, je deviens, je sais pas, allergique aux fleurs. Voilà. Je suis allergique aux fleurs. Pourquoi? Parce que mon système nerveux a vécu une expérience traumatique dans laquelle il y avait des fleurs. L'événement n'est pas forcément directement lié aux fleurs, mais simplement, dans cet événement traumatique que j'ai vécu, il y avait des fleurs. Il y avait protégé par ce qu'on appelle une réponse de stress. Il y a 3 réponses de stress. L'agressivité, la fuite, l'anesthésie. Lorsque je vais somatiser, je vais faire quoi? Je vais en fait produire de l'histamine. Pourquoi je vais produire de l'histamine? Parce qu'il faut que je fuis en fait le pollen. Il ne faut pas que je reste à l'endroit où il y a du pollen. Je vais produire une réponse immunitaire active, voire violente. Je peux même faire un choc anaphylactique, ce qu'on appelle finalement une crise en vrai. Et en fait, ça, c'est une somatisation. Les somatisations peuvent prendre la forme de maux de dos, de troubles musculo-squelettiques, des maux d'articulation. Ça peut prendre la forme de troubles de syndrome inflammatoire, par exemple. On connaît tous, je pense, ici, et si vous ne connaissez pas, renseignez-vous, sur les travaux de Jacques Martel, le fameux dictionnaire des maladies. Mais bien plus loin encore que les travaux de Jacques Martel, si on se réfère à la biorésonance, lorsqu'on est dans une machine de médecine quantique, par exemple, Life System, Quantascan, tout ce que vous voulez, que va faire en fait cette machine? Elle va aller chercher dans le corps, comment est-ce que le corps, qu'est-ce qui dans le corps réagit? Ce sont les globules rouges, ce sont les globules blancs, ce sont les muscles, ce sont les protéines de la peau, les protéines digestives. Parce que si mon corps réagit au niveau digestif, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas digéré. Et c'est que la réponse que j'ai à donner est une réponse digestive, en vrai. Et en fait, la somatique, parce que c'est cet endroit-là qui est engagé dans le conflit. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'une des premières choses que justement le docteur Habiba m'a entendu dire, c'est que dans le neuro-émotionnel, on ne se bat pas contre la maladie. On ne se bat pas contre la maladie. J'ai aucune envie de me battre contre la maladie. Ça ne m'intéresse pas. La maladie est une réponse qu'a mise en place le cerveau, qu'a mise en place le système nerveux pour répondre à un conflit. Et si je lis la maladie
plutôt que de tenter de l'effacer, je peux trouver le conflit, justement, inconscient. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai désamorcé le conflit, ce qui généralement est très simple, les avancées de la science nous permettent d'avoir des choses absolument intéressantes, quasi magiques, avec la psychologie énergétique, le FT, l'hypnose, machin, tout ce que vous voulez, quoi. Mais encore une fois, si j'ai l'outil et que je ne sais pas comment l'utiliser, ça n'aura pas servi à grand-chose. D'accord? Donc, j'ai fait une longue réponse peut-être c'est, comment elle s'appelle? À Jacqueline. Jacqueline. Oui. Mais le truc, en fait, c'est véritablement ça. Ce qui se passe dans le corps, quand on somatise, c'est que le corps tente de réparer le conflit, en fait, neuro-émotionnel. C'est très simple, hein? Notre inconscient se manifeste à travers notre vie. Ça, c'est une règle immuable. Tout ce que nous vivons, c'est notre inconscient. C'est une manifestation de notre inconscient. Nous vivons, les physiciens quantiques disent que nous vivons dans un univers projeté. D'accord? Exactement, dans le film Matrix. Hein? On vit dans un univers projeté. Donc, j'essaie de faire des réponses plus courtes. Non, mais c'est très bien. Je pense que c'est de toute façon intéressant pour tout le monde. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. S'il y en a d'autres qui vous viennent. Philippe Guillemont, que tu as reçu ici, nous explique justement les routes du temps. C'est quoi la route du temps? Pour aller à un endroit, je dois déjà me débarrasser donc forcément des émotions qui m'empêchent d'y aller. Et c'est la raison pour laquelle souvent des émotions très désagréables se manifestent lorsqu'on décide de faire quelque chose. Il y a plein de gens qui me disent, bon, je vis ma vie pépère, là, tranquille. Et puis, j'ai décidé que j'allais faire quelque chose qui me paraissait finalement simple. Hein, mais tout d'un coup, tout fout le camp. Il n'y a rien qui fonctionne. Pourquoi je ne ferais pas autre chose? Est-ce que je ne deviendrais pas? Est-ce que je ne ferais pas, même en activité complémentaire, est-ce que je ne ferais pas une activité d'entrepreneur? Ah, j'ai déjà finalement bousculé dans ma projection, j'ai bousculé en fait mon présent. Pour que je devienne entrepreneur, il y a un certain nombre de conflits qu'il va falloir que je règle. Je vais devoir changer de personnalité. Parce que la personnalité d'un salarié n'est pas la personnalité d'un entrepreneur. Et donc, je dois changer ma personnalité. Et pour ça, je dois lâcher finalement ce dont j'ai hérité du passé, les fameux traumas passés, hein, comme tu disais, effectivement, c'est événementiel, c'est-à-dire guérir les événements qui... On a effectivement cette façon de penser qui est rationnelle, qui est très newtonienne. Bon, je suis ici, je veux aller là-bas. Et je mesure l'écart entre ici et là-bas. Et donc, je me dis, tiens, un escalier, là, il va falloir que je tourne à gauche, là, après à droite, et là, que je monte, et je vais y arriver. Ça fonctionne, ça peut fonctionner, mais ça va prendre beaucoup de temps. Comment est-ce que je vais faire, justement, pour définir ce futur souhaitable de façon quantique? De façon quantique, je vais me souvenir, en fait, de mon futur. Je veux finalement, par exemple, je suis célibataire, je souffre de célibatite chronique. Donc, du coup, il n'y a personne dans mon lit depuis 20 ans. Et première des choses, justement, et c'est pour ça que ta remarque est juste, c'est pas drôle. Et donc, je suis insatisfait. Et donc, je suis mécontent. Et du fait de cette insatisfaction, je vais poser des actions. Mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si je pose, quelle que soit l'action que je vais poser, à partir de mon insatisfaction, à partir de mon mécontentement, elle ne pourra avoir pour résultat que plus d'insatisfaction, plus de mécontentement. C'est ce que les Indiens appellent ça la loi d'agriculture. Je trouve ça assez marrant. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. C'est la graine que je porte en terre qui va donner le fruit. Si j'agis par insatisfaction, je plante en terre de l'insatisfaction. Et comme, en plus, la nature est généreuse, je plante une graine d'insatisfaction, je mange 1000 fruits d'insatisfaction. Parce que la nature est généreuse. Donc, la première des choses que je ne dois pas faire, finalement, la première chose que je dois faire, c'est me débarrasser de mon insatisfaction. Retrouver ma paix de l'esprit. D'accord? La première des choses. Et puis, la deuxième des choses, et ça, on va le voir en pratique dans l'atelier, c'est j'aime bien employer cette expression,
me tremper dans l'émotion que ça me fait d'avoir en fait, cette fameuse vie de famille. On va partir du principe que on va mettre à part les psychopathologies. D'accord? Donc, les personnes normalement constituées ne peuvent pas faire coexister dans leur corps le vieil aigri célibataire et le mari comblé, le père de famille comblé. Ce sont deux personnalités différentes. Et ces deux personnalités différentes ne peuvent pas coexister dans le même corps. C'est pas possible. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va entraîner, on va enseigner à son système nerveux, non pas comment y arriver, mais on va, famille, à la joie d'être un époux. À partir de ce moment-là, le cerveau va mettre en place toutes ses ressources inconscientes pour que ça arrive d'une façon que je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas. Donc, ce n'est pas la peine d'y réfléchir. Je ne peux pas savoir. Si je peux savoir, ça veut dire que j'aurais pu le faire avant. Et donc, je l'aurais déjà fait. Mais je ne peux pas imaginer comment ça va arriver. Mon travail à moi, c'est de me tremper, en fait, de rendre mon corps accro à la joie d'y être arrivé. Je rappelle que la préparation mentale des sportifs de haut niveau fonctionne exactement comme ça. D'accord? On est dans un saut, traîner mon corps à changer l'état d'esprit. Et donc, j'ai un état d'esprit différent. L'état d'esprit qui a créé la célibatite chronique, qui a fait de moi un vieil aigri qui n'a personne dans son lit depuis 20 ans, je dois effectivement la changer et adopter et adapter l'état d'esprit du père de famille heureux. Et est-ce que, si on prend le cas de la personne célibataire chronique et de la personne mariée avec 3 enfants, ou 2, cette personne célibataire chronique peut dire au thérapeute c'est ce que je veux en finalité, mais j'ai besoin de vivre toutes les étapes du chemin du point A au point B. Le passé, on ne va pas passer du point A au point B. On va se souvenir qu'on est arrivé au point B. D'accord? Mon état désiré est mon état actuel. Donc, je ne peux pas être bloqué. C'est lorsque je me dis que mon état désiré n'est pas mon état actuel que je peux créer en fait cette envie justement de bouger. Parce que si je mets en place un chemin pour aller du point A au point B, je fais exister le blocage. Et c'est là que les gens me disent « je suis bloqué ». Mais si mon état actuel est mon état désiré, c'est-à-dire la joie d'être un père de famille comblé, je n'ai nulle part où aller, puisque je suis déjà arrivé. Et c'est rendu possible par tout ce travail sur l'inconscient d'accompagnement? Complètement. C'est exactement ce que fait. Ça demande un certain niveau de technicité, un certain niveau de culture. D'expérience aussi. Et donc, du coup, moi, mon travail, c'est quoi? C'est simplement vulgariser finalement cette démarche-là et la rendre plus accessible. Mais en réalité, en fait, ce sont des lois naturelles. Donc, c'est pas une... Il y a des outils que Roméo Courmal a inventés, mais je n'ai pas inventé ces lois naturelles-là. Je les ai simplement découvertes, comme les autres l'ont découverte, en vrai. Mon travail à moi de pédagogie, c'est de rendre ça accessible, de traduire en français courant comme je veux. Et c'est ce qu'on va faire dans la pratique, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui. Et dans la pratique, c'est ce qu'on va véritablement pratiquer dans cet atelier, maîtriser en fait son destin. Je ne fais pas comme si, en fait. C'est-à-dire que je le vis vraiment. Je ne fais pas comme si c'était arrivé. Je le vis vraiment. Mais regardez les enfants, ils le font mieux que nous encore. Lorsque tu promets à ton enfant une bicyclette pour Noël, mais toutes les nuits, il a dévalé la porte avec son bicyclette, il ne fait pas comme si. Il l'a vraiment fait. Et neurone miroir, c'est pas comme si, c'est vraiment fait, en fait. Si je prends un exemple extrême, je veux dire, lorsque un toxicomane s'envoie un rail de coke, il ne fait pas comme si, il est dedans. On est d'accord? Il est vraiment dedans. Tout son être est dedans. Et lorsque qu'un sportif célèbre son but, vous avez vu le sportif faire ça? Il est dedans et son corps est déjà dedans. Et c'est parce que son corps est dedans et je veux encore, qu'en fait, il va marquer des buts, il va gagner en sollicitant finalement
son cerveau totalement reptilien, son instinct. Alors, il y a des traductions, des phéromones, des machins, des trucs comme ça, mais la vibration même de la personne, il y a l'instinct. Et cette personne, finalement, se retrouve à rencontrer la femme qu'il faut et effectivement avoir les conditions de vie qu'il faut pour avoir effectivement sa famille, ses 3 enfants qui braillent, son Renault Espace et dans le lit, en vrai. Parce que généralement, il faut quelqu'un dans le lit pour qu'il y ait les 3 enfants qui braillent. D'accord ? Mais le principe, en fait, il est là. Donc, on se débarrasse des sacs du passé et on observe et on vit véritablement l'expérience. C'est ça. C'est une double dynamique. Hein. En fait, j'allais faire référence à la double causalité, justement, à la double causalité, oui, de Philippe Guillemont. Et aussi, et pour finir avec, encore une fois, je suis dedans. Ce que j'ai rajouté par rapport à tous les scientifiques que j'ai cités, c'est qu'en fait, souvent, on place les personnes dans l'objectif, dans la victoire, dans la famille, etc., etc. Moi, je suis allé un peu plus loin, parce que j'ai un petit côté malin comme ça. Je suis allé dans l'après. Puisqu'on parle de se souvenir du futur, ce qui m'intéresse, c'est pas la victoire. Ce qui m'intéresse, c'est le lendemain de la victoire, en vrai. C'est-à-dire, c'est pas le jour du mariage, c'est même pas le jour de la naissance des petits, c'est le jour du 10e anniversaire des petits. C'est ça le truc. Si je suis accro, si je rends mon corps accro à la célébration de mes 10 ans de mariage, mon corps, il va tout faire pour que je célèbre les 10 ans de mariage. Sauf que je ne sais pas si vous savez, mais pour célébrer les 10 ans de mariage, il faut célébrer le premier, le deuxième. Donc, je me souviens d'un futur déjà réalisé. Je ne me place pas dans mon objectif. Un objectif, ce n'est pas un endroit où on va, c'est un endroit d'où on part. Oui, c'est un nouveau chemin du futur. Voilà, c'est une série impressionnante de ressources. Mais une fois que je les ai atteintes, ces objectifs-là, mon cerveau a fait son job et il n'a plus besoin des ressources. Et finalement, je perds tout. Fiou. Et là, je tombe dans une dépression. Allez, je voulais me marier, maintenant je suis marié. Ah ben, c'est fini. J'ai plus. C'est un peu le principe du postpartum, en fait, de la dépression postpartum. Mais ça arrive, et je l'ai observé, hein, pour le coup, parce que j'ai beaucoup observé des femmes, des mères, des femmes enceintes, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette dépression postpartum, ou vraiment très très peu. Parce qu'en réalité, ce qui les intéresse, c'est pas d'avoir un enfant. Ce qui les intéresse, c'est de fêter le 18e anniversaire de l'enfant. Ça ne m'intéresse plus. C'est parce que j'étais dans une démarche newtonienne. Et j'ai dit à mon cerveau, c'est là que je veux arriver. Une fois que je suis arrivé, toutes les ressources dont j'ai bénéficié pour y arriver, mon cerveau s'en débarrasse. Et je fais une dépression. Très, très important. Mais ça, on va le voir concrètement dans l'atelier. Alors, donc, cet atelier a lieu en direct et en replay les 5 et 12 novembre. Donc, les inscriptions sont disponibles actuellement sur le site soneva.ca. Donc, je l'ai dit, il y a ce que mon cerveau met en place qui m'est inconfortable avec les émotions que ça génère. Et ça me permet de lire justement ce que mon cerveau veut éviter. Consciemment, je veux vivre ça, mais inconsciemment, mon cerveau, il ne veut absolument pas. Et on va trouver pourquoi est-ce que le cerveau a associé cette charge émotionnelle tellement désagréable à quelque chose qui consciemment me semble si agréable. Et encore une fois, tant qu'on ne l'a pas fait, ça ne sert à rien. Le gros avantage avec cet outil, c'est qu'on entre directement dans le trauma racine et le simple fait d'être entré en... Mais après, encore une fois, tous les outils fonctionnent. Mais l'important, c'est de trouver le point. C'est quoi imaginez en fait un tableau électrique où il y a, par exemple, un cockpit d'avion, où il y a 100 000 interrupteurs, il y a 100 000 boutons. Il faut trouver le bouton sur lequel appuyer. Appuyer sur un bouton, c'est très simple. Mais trouver le bouton sur lequel appuyer, ça, c'est tout l'intérêt en fait de la glitz. Donc, c'est réservé effectivement aux professionnels de l'accompagnement. Pas uniquement, mais c'est extrêmement utile quand même. Parce que, par exemple, moi, je ne suis pas accompagnante et j'avoue que j'ai trouvé cet outil extrêmement utile. Il y a d'ailleurs des personnes qui aident leur entourage avec.
Puis pour vous prouver que c'est pas juste un concept, qu'on n'est pas juste là pour vous vendre du rêve, je vais témoigner aujourd'hui, Roméo, puisqu'il m'a fait ma glitz, hein, avec quand même quelques temps, quelques mois, voilà. Et sans rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas trop le temps. Et puis c'est assez personnel quand même, mais il y avait un trauma racine qui était le deuil d'un enfant. J'ai pas perdu d'enfant, mais j'ai quitté quelqu'un dont je m'étais occupée de l'enfant. Et mon cerveau l'a vécu comme un deuil. Et puis quand il m'a révélé ça, je pensais ne plus avoir d'émotion en relation avec cette situation, mais j'ai pleuré. Donc il y a bien une réaction. Hein, je témoigne. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça fait quoi? Seulement quelques mois, même pas. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci? Il se trouve que, et pour moi, ça a été un détail vraiment très concret de ce travail qui a été révélé à travers la glitz. Et je te remercie infiniment, Roméo, pour ton intervention dans ma vie. Voilà. Merci, grand merci pour ton témoignage. Je suis moi-même toujours émerveillé de cet outil. Et effectivement, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de témoignage, parce qu'effectivement, vous l'aurez compris, cette rencontre avec cet enfant n'aurait pas pu être possible si le cerveau ne s'était pas débarrassé de tout ce qu'il y avait avant, et si effectivement on n'avait pas compris, si la glitz ne nous avait pas effectivement dit que voilà, il y a un trauma là, il y a un deuil non fait là. Une fois que le deuil est fait, là, tout redevient possible. Vraiment extraordinaire. Merci vraiment pour ce témoignage, c'est juste extraordinaire. Merci beaucoup pour votre attention, vos questions. Merci Roméo d'avoir été en direct avec nous depuis la Martinique. Et on se retrouve ensemble en novembre, donc les 5 et 12 novembre pour l'atelier Maîtriser son destin. Alors à bientôt Roméo, bonne soirée à tous. Merci, à bientôt Estelle, à bientôt à tous. Merci et puis, beaucoup. Effectivement, la formation Glitz est disponible pour les personnes qui ne l'ont pas faite. La semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, donc vous aurez le temps de faire avant l'atelier du 5 et 12 novembre. Parfait. Eh bien, bonne soirée. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.